Vous écoutez Arte Radio. Le procès du 13 novembre sur écoute. Est-ce que tu peux prendre ton micro, s'il te plaît ? C'est parti. Voilà. Je colle comme ça, alors ? Un documentaire de Aurore Juvenel et Mathilde Sergent-Mirbeau. Réalisé par Charlie Marcelet. Deuxième épisode, le micro dans la balance. Tu entends très mal ? Bah, tu chuchotes dans ton casque, mais moi je te vrai, alors c'est que je me suis mise trop fort. Attends, je vais me baisser. J'étais venue pour les Archives nationales. Je devais retranscrire les audiences du procès des attentats du 13 novembre 2015 pour l'histoire. Ça peut vous paraître bizarre, mais j'étais très contente d'être là, au cœur de la grande histoire en train de s'écrire. Et je ne voulais pas en perdre une miette. Et dans ce procès, le son a joué un rôle très particulier. Alors, j'ai pris mon micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Plus près. Comme ça. Ouais, comme c'est ça. bien, là, t'es C'est bien, nickel. Le procès repose sur l'oralité. Le mot « audience » vient du latin « audire » qui signifie « écouter, entendre ». Mais comment bien s'entendre et bien s'écouter avec 2500 parties civiles, leurs 350 avocats, les 11 accusés présents, la trentaine d'avocats de la défense, le millier de journalistes accrédités, la cour spécialement composée, les 3 avocats généraux, les greffières, et puis l'enregistrement audiovisuel pour les archives. La parole était éclatée, entre différents espaces, mais elle devait pourtant circuler. Dans la salle de 500 places, dans les salles de retransmission, à la web radio, et pour l'enregistrement audiovisuel de la justice. Est-ce qu'on pouvait faire autrement que de mettre un système de micro ? En tout cas, Orly Rezlan, avocate. on ne pouvait pas imaginer sa propre parole enregistrer, son visage filmé sans avoir recours au micro. On a donc sonorisé la salle d'audience. 56 micros, des tas d'enceintes, des câbles, une régie. Et c'est comme ça que les micros sont devenus le médium de la parole. Et un des gros enjeux qui est apparu, très vite, c'est de bien parler dans le micro. Un des premiers témoignages aussi, c'était Claire Jousserand-Schmitt, avocate de partie civile. ce type qui vient à la barre et qui dit voilà, ils sont entrés et puis ils ont fait pam, pam. Et puis en fait, il imite le nombre de fois, le nombre de tirs qu'il a entendu, il va jusqu'au bout. Et ça a jeté un froid dans la salle. C'était le premier, premier témoignage qui faisait bien mal à tout le monde, je trouve. Parce qu'il a crié, Ouais, et ouais. ça a saturé dans le micro. Ouais. Pendant 5 semaines en début de procès, puis encore 2 semaines vers la fin, les parties civiles ont jeté leur parole à la face du micro. À la face du micro, ou à côté, ou trop près, ou trop loin, ou trop vite, ou crié, ou inarticulé, jusqu'à l'inaudible. Souvent, ça maltraitait les oreilles, parce que le micro n'avait pas la capacité d'absorber tout ce chaos. Et ça, c'était signifiant. Le terrorisme, c'est cradingue, c'est sombre, c'est broyant, c'est de la chair humaine, c'est dégueulasse, c'est poisseux. La souffrance, le trauma post-attentat, c'est très poisseux. Parce que, et je pense que c'est très spécifique au terrorisme, c'est une blessure au travers du corps social qui est visée. Donc c'est une blessure reçue au nom de tous, et un retour forcé dans une société qui ne voit plus rien, qui se rend compte de rien. C'est un fossé à jamais creuser. Ce qu'on appelle résilience, pour moi, ce sont des ponts, des ponts qui existent quand même, qui malgré tout permettent l'échange. Mais moi, je ne crois pas au fait que ça se ressoude. C'est sombre comme propos, mais dans ces procès-là, on a glorifié les beaux témoignages, ce qui pour moi était aussi une façon de donner des bons points et des mauvais points. Je trouve ça un peu raide pour ceux qui n'y arrivent pas. Et puis ça donne pas une vision très fidèle de la réalité, de la crasse de la douleur, quoi. Voilà. On n'a pas tous les mêmes outils quand il s'agit d'exprimer l'inexprimable, dans les formes convenues, face à une cour de justice. Dans ce procès, on a donné aux victimes un espace pour s'exprimer, mais dans un cadre qui a pu limiter leurs paroles, au risque de les standardiser.
Ce sentiment a aussi été exprimé à la barre par certaines parties civiles qui parlaient de l'étiquette de victime dans le regard de l'autre, comme si on n'avait jamais été quelqu'un d'autre. Donc c'est un rôle essentiellement qu'il leur était demandé de jouer. Sandrine Lefranc, sociologue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trauma. Hein. Les victimes des attentats terroristes, elles sont très clairement traumatisées, hein, avec des corps brisés et des âmes un peu détruites aussi. Mais quand je parle de rôle, ce que je veux dire par là, c'est qu'on leur a demandé de ne dire que cela. Quand on se place dans leur dos, là-bas, loin, dans cette immense salle de tribunal, ce qu'on entend aussi, c'est qu'elles ont autre chose à dire. On leur demande de dire leur souffrance, on leur demande d'être accablées, on leur demande de réclamer une forme de solidarité nationale, ce que le tribunal était prêt à leur donner. Et parfois, elles ont envie de dire autre chose. On interroge les victimes sur leur souffrance, comme si elles ne pouvaient être liées qu'au moment de l'attentat. Pauline Jaroux, anthropologue. On n'est pas seulement victime un jour d'un attentat, puis après c'est fini. On est victime aussi dans le rapport aux institutions. Quand les victimes venaient parler du fonds de garantie à la barre, c'était pas pour en faire le procès, mais c'est tout ce qu'elles vivent en fait à la suite de l'attentat. Alors, le fonds de garantie. La victime est convoquée par des experts chargés d'établir le préjudice subi. Ça peut être très violent pour les victimes qui doivent justifier de leur souffrance. Et ben ça aussi, ça peut engendrer des souffrances et c'était peut-être aussi le lieu pour écouter ces discours-là. Et ça l'a pas été, quoi. En tout cas, de façon très cadrée et sans doute très euphémisée aussi. Le sujet, très souvent abordé par les parties civiles à la barre, était systématiquement écarté des débats par la Cour. Pourtant, dans ce procès hors norme, comme on dit, tous les moyens avaient été pensés, mis en place pour accueillir la parole des victimes et soigner aussi un traumatisme national. Il y a un autre enjeu qui est apparu. C'est l'accès au micro qui n'avait pas l'air si simple. Plusieurs avocats de parties civiles ont critiqué le fait qu'on n'entendait pas les accusés. Bon, moi je débarquais dans le monde du procès pénal, ça m'a un peu étonnée. D'emblée, quand j'ai pris connaissance de la façon dont ça allait se dérouler, Elisabeth Aboukaya, avocate de partie civile. J'ai réalisé qu'en fait, on n'allait pas entendre les accusés avant janvier-février. Ce qui me semblait vraiment problématique, parce qu'il y en a un certain nombre qui n'avaient pas parlé du tout, dont Abdeslam, qui avait refusé de parler pendant l'instruction. Et on a envie d'entendre ce qu'ont à dire les accusés, c'est quand même eux qu'on juge. Je croyais qu'un procès, c'était fait pour rendre justice aux victimes. Et là, en arrivant, je découvre qu'en termes de droit, un procès pénal n'est pas fait pour les victimes, qui sont considérées comme des témoins. Il est fait pour juger les accusés qui, en fait, sont les acteurs principaux du procès. Et c'est en fonction de la loi qu'ils doivent être jugés, pas des victimes. Sans quoi, on serait juste dans de la vengeance. Mais là, les attentats avaient tellement bouleversé la société, il y avait tellement de victimes et tellement d'avocats de partie civile. Le surnombre des avocats de partie civile, c'était vraiment un risque de sortie de route. Claire Josserand-Schmitt, avocate de partie civile. Et parfois, pour moi, on est sorti de la route. Un bon procès, c'est un procès qui doit bien respecter l'équilibre entre les droits que peuvent exercer les parties civiles et les droits de la défense. On part, on est en surnombre. Le procès n'est pas fait pour les victimes. Le procès est là pour juger les accusés, ceux que l'accusation accable. C'est à eux le procès. Donc, les enchasser comme ça entre deux périodes de victimes, c'est finalement prendre en tenaille la cour, prendre en tenaille le procès, en faire quelque chose de pris dans l'étau de la souffrance. Ce qui semble vous préoccuper beaucoup, c'est la parole des accusés, le droit des accusés, la défense, qui pourrait sembler en décalage en tant qu'avocate de partie civile. Mais je ne suis pas avocate de partie civile, je suis avocate. Elisabeth Aboukaya. Il se trouve que dans ce procès, je suis du côté des parties civiles. Mes parties civiles, je pense que c'est tout à fait fondamental pour elles aussi d'entendre ce que ces types ont à dire.
Elles se sont retrouvées éventuellement sous le feu de cinglés radicaux. Savoir pourquoi, savoir comment. Donc c'est pas juste pour emmerder le monde et c'est pas juste... c'est vraiment parce qu'il me semble que c'est... La cour d'assises, c'est ça. Orly Rezlan, avocate de Mohamed Bakali, accusée d'avoir été l'un des logisticiens des attentats du 13 novembre 2015. J'étais l'avocat de Bakali seulement, mais j'avais quand même des contacts avec les autres accusés, on échangeait aussi avec eux. Je n'ai pas le sentiment qu'ils se sont sentis suffisamment en confiance pour parler. Ils n'ont jamais perdu de vue le fait que c'était un procès organisé dans un but précis qui était celui de montrer que l'on faisait un procès hors norme pour des attentats très meurtriers et que eux étaient d'une certaine manière un peu des figurants d'un spectacle qui les dépassait. Le chef d'orchestre, celui qui distribuait la parole, qui avait le pouvoir d'ouvrir et fermer les micros, c'était le président. Le président ne nous donnait la parole que quand il le décidait. Donc il avait le doigt sur les micros. Et donc sur l'accès au son. Et sur l'accès à la parole. Elisabeth Aboukaya, avocate de partie civile. Et moi j'aurais aimé que les micros soient ouverts. L'épisode qui m'a le plus marqué, à propos de ce pouvoir du président d'ouvrir et de fermer les micros, c'est l'incident du 15 mars. Un moment de police des débats qui a peut-être dérapé. Sophie Béhanzin, avocate de partie civile. C'est le jour où la défense a quitté le banc, évidemment. Oups, peut-être eu un mot de trop. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que je vous donne le contexte. C'était interrogatoire de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13 novembre. Et vraiment, c'était tendu. Salah Abdeslam s'énerve et reproche à la justice d'avoir, par peur, incarcéré certains de ses co-accusés innocents. Il s'adresse alors aux magistrats et il leur dit « Vous avez préféré détruire des vies ». On était tous sidérés. Pour les parties civiles, cette phrase était incompréhensible. Et spontanément, ça a déclenché une vague d'applaudissements ironiques. À la suite de quoi, Salah Abdeslam, ne comprenant pas la situation, a remercié la salle. C'était lunaire. Non, en fait, on n'applaudit pas dans une salle d'audience. C'était limite, je trouve. Je comprends l'idée de vouloir exprimer des émotions à l'audience, c'est très fort ce qui s'y passe tous les jours, mais la sérénité des débats veut qu'on ne le fasse pas et que ce soit respecté. Ces applaudissements, on peut les comprendre et nous ne les avons jamais critiqués. Martin Vett, avocat de Salah Abdeslam. On comprend que ces propos peuvent choquer. En revanche, il appartient au président, qui a la police de l'audience, de faire cesser les applaudissements tout de suite, en fait. Ce qui n'a pas été le cas. Puis, un avocat de partie civile interroge Salah Abdeslam sur les fameux applaudissements. Toujours aucune réaction du président, et c'est à ce moment-là que je demande le micro, puisque vous savez qu'il y a ce système de micro qui est très particulier à ce procès. Les prises de parole ne pouvaient pas intervenir spontanément. Orly Rezlan, avocate de la défense. Et de fait, il n'était pas possible de prendre la parole sans demander au président de vous allumer le micro. C'est vrai que c'est tout à fait en rupture avec la tradition en matière pénale et en matière de procès d'assises. Je ne comprenais pas que ces applaudissements n'aient fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre de la part du président, et je comprenais encore moins que finalement ces applaudissements entrent dans le débat et qu'on puisse interroger Salah Abdeslam là-dessus. Donc je demande la parole au président, qu'il ne me la donne pas. Et à ce moment-là, je me lève et j'ai un échange avec lui, puisqu'il est à portée de voix. Je lui dis qu'il aurait dû faire cesser les applaudissements, qu'il est le garant de la police de l'audience, ce qu'il ne veut pas entendre à ce moment-là. Et donc on a une passe d'armes. Il me dit qu'il n'a pas à apprendre ce qu'est la police de l'audience. Je lui dis que je suis quand même un peu désolé d'avoir à rappeler des choses qui sont aussi fondamentales, à savoir qu'on doit intervenir quand des applaudissements interviennent dans une salle pour les faire cesser. Et il me répond à ce moment-là, vous n'avez qu'à changer de métier.
Et il y a des applaudissements qui suivent cette saillie. Il y a une forme de déloyauté puisque je n'ai pas le micro. Donc mon intervention n'est pas enregistrée. On n'entend pas mon intervention. Alors peut-être qu'avec les images, on me voit m'agiter comme ça dans le vide sans entendre ce que je dis. Mais voilà, il y a cette espèce de déloyauté à ce moment-là, puisque le président, il a le micro, tout le monde l'entend, et moi, je ne l'ai pas. Donc c'est pas tout à fait équitable. Si on regarde l'archive, on aperçoit dans un plan qui est un plan de demi-ensemble, Sylvie Lindeperg, historienne. Vette debout, et les réponses que lui fait le président Périès, le ton monte, mais on n'entend pas du tout ce que dit Vette, mais on peut le comprendre vaguement aux réponses de plus en plus courroucées du président Périès, jusqu'au moment où l'audience est suspendue. Au retour de la suspension, les deux avocats de Salah Abdeslam ont le micro. Ils demandent à ce que soit donné acte du fait que le président n'a pas fait stopper les applaudissements et qu'il a refusé d'ouvrir le micro à la défense. Suite à quoi, considérant que la sérénité des débats est compromise, tous les avocats de la défense quittent la salle. Le lendemain matin, à la reprise de l'audience, l'incident est mis en discussion. Et le seul point d'accord que j'ai alors constaté, entre toutes les parties, c'est la difficulté à devoir composer, vu les enjeux d'un tel procès, avec un système de micro qui soumet la parole à la technique. Au début, c'est vrai que c'était difficile parce qu'on a tous eu l'impression qu'on nous mettait un peu en laisse, qu'on mettait en laisse notre spontanéité. Mais à la réflexion, ça n'a pas eu que des inconvénients. Pourquoi ? Parce que ça oblige à un effort de réflexion de la part de celui qui va parler. Et je trouve ça pas mal de se dire qu'on ne dira que des choses qui auront été un peu réfléchies, un peu construites. À suivre sur Arte Radio.